Bonsoir, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes ensemble dans la libre antenne pour 2 heures de direct. L'actualité de cet été est à l'image de la météo maussade. Les marchés financiers sont en pleine dépression. Eux aussi ont leurs humeurs qui ne sont rien d'autre que le reflet des craintes de leurs acteurs. Alors la dépression, justement, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas toujours tous les contours. J'ai découvert une nouvelle revue de psychologie qui est sortie en kiosque cet été et qui s'appelle Le Cercle Psy. En couverture, on y trouve un article passionnant, les psys vus par leurs patients. On y découvre ainsi les raisons qui poussent 5 millions de Français à pousser la porte d'un thérapeute. Les principaux motifs invoqués sont la dépression et un sentiment de mal-être. Dans un second temps seulement viennent les événements particuliers de l'existence tels qu'un deuil, les soucis professionnels ou conjugaux. Et à mesure que la thérapie progresse, l'article raconte que souvent le patient change d'objectif. Il y va moins pour résoudre des problèmes que par souci de creuser, de comprendre sa vie personnelle. Et près de 60% des patients français déclarent que leur psychothérapie les a aidés. Comme quoi, parler, mettre en mots ce qui nous préoccupe au plus profond de nous aide bien souvent à débloquer des situations dont on ne voit pas l'issue. Alors, si ce soir vous vous sentez un peu seul, vous avez envie de nous confier à l'antenne vos soucis ou vos inquiétudes, je vous invite à nous appeler au 39 21. Asiba et Julie sont là avec leur écoute bienveillante pour recevoir vos appels et c'est Philippe Chartier, notre Fifi, qui orchestre avec maestria la réalisation de cette émission. Il sourit derrière sa vitre. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39 21. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr à l'émission Libre Antenne. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Anna. Bonsoir Anna. Oui, bonsoir Sophie. Merci de m'accueillir ce soir. Je suis un petit peu émue de passer à l'antenne. Oui. Donc, mais nous sommes là. Je suis là. Voilà, donc je souhaitais vous parler pour vous exposer un petit peu la situation dans laquelle je suis et comment dire, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui d'être dans une impasse. Donc pour résumer, j'ai 46 ans, je me suis séparée du père de mes enfants il y a cela 5 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans avec lequel je suis restée au total 21 mois. Plus jeune que moi, il était plus jeune que moi de 11 ans. Donc j'ai arrêté pour de bonnes raisons. J'avais de bonnes raisons dans la mesure où d'abord j'étais pas sûre de mes sentiments, ça c'est une chose, et puis surtout c'est parce qu'il y avait plein de choses qui faisaient qu'avec les enfants c'était pas simple. Ouais. Et que souvent son comportement me blessait. Donc vous blessez, c'est-à-dire parce que vos enfants le connaissaient donc? Oui, tout à fait. Oui. Assez rapidement en fait, il est venu à la maison. Un jour il est venu alors qu'il savait que j'avais les enfants et c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est installé un petit peu dans ma vie sans que je sans vous demander votre avis. Ouais. Oui. Et j'ai laissé faire. Ouais. Je veux dire, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé, c'est vrai, prendre beaucoup de place et de plus en plus de place dans ma vie jusqu'au jour où en fait, j'ai mes amis qui m'ont dit, en fait, voilà, il est installé chez toi maintenant. Et au final, ça m'avait un peu sonné sur le moment. Je me rappelle très très bien de cette soirée où je m'étais dit, mais non, on vit pas ensemble. Et ils m'ont dit, mais si, vous vivez ensemble. Il est chez toi depuis maintenant 4 mois. Ah oui. Et bizarrement, j'avais pas vraiment réalisé. Je sais pas. Enfin, c'était assez. Oui, c'est assez troublant. Oui, voilà, sans doute. Tout à fait. Oui. Mon attitude déjà me troublait. Je comprenais pas. Enfin, c'est moi qui avais pris la décision déjà dans un premier temps de me séparer donc du père de mes enfants. Oui. Et je m'étais dit plus jamais. C'était toujours un peu le gag que je disais à mes amis, plus jamais de caleçon garçon dans mon panier à linge sale, c'est fini. C'est voilà. souvent ce que disent les femmes, oui. Ouais. Et j'étais pas très très bien, il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient, j'étais au final pas très heureuse, donc on se sent vite seule, oui. Voilà, c'est ça, et certainement aussi peur de me retrouver seule, toute seule. Donc j'ai patienté, et puis jusqu'au jour où je me suis dit, c'est plus possible, c'était un moment difficile parce que je comprenais pas trop ce que je ressentais, et je l'ai compris après en fait, donc on a fini par se séparer une première fois. Et vous disiez qu'il n'était pas très correct avec vous, enfin qui. Oui, parce que en fait, la différence d'âge, dans un sens, lui convenait. Oui. Parce que c'est vrai que tout le temps qu'il a été avec moi, il a pu entreprendre plein de choses sur le plan professionnel, que j'étais
d'une certaine mesure, je pense, un élément de stabilité pour Ouais. lui. Et je lui ai apporté beaucoup de réconfort. Ouais. Et il me reprochait, entre guillemets, mais c'était souvent sur le ton du reproche, ma zénitude, comme il disait, le fait que je sois quelqu'un d'assez calme et de posé dans la vie, quoi. Ouais. Donc parfois il pouvait être méchant, il avait tendance parfois en soirée par exemple à me rabaisser quand j'étais avec des amis ou à toujours critiquer le métier que je faisais, à toujours voilà des choses qui me blessaient, mais pareil je ne réagissais pas vraiment. Oui, puis par rapport à quelqu'un qui lui apportait autant, c'est pas très reconnaissant, on va dire comme ça, et pas très en même amoureux. temps, oui, tout à fait. En même temps, je pense qu'il était très sincèrement amoureux de moi. Mais que le fait, effectivement, que je sois déjà, il me le disait, déjà installée avec des enfants et tout ça, ça le déstabilisait, puisque lui n'avait jamais dit qu'il ne voudrait pas s'installer. Donc voilà, c'était. Donc on a rompu une première fois, j'ai repris un. C'est vous qui avez pris la décision. Oui, tout à fait, oui. Et on a repris juste un week-end. Je me suis vraiment sentie un moment de grande faiblesse. Oui. Et puis on a rompu en fait. Je lui ai dit que c'était plus possible un soir. Oui, on avait repris 2 jours en fait. Et en fait, ce qui est assez étonnant et ce qui me fait beaucoup de mal et ce qui me déstabilise aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte au moment où j'ai rompu en fait la deuxième fois que j'avais vraiment des sentiments, que j'avais rompu pour de bonnes choses, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai pensé reprendre, même si lui pouvait se montrer parfois entreprenant. À aucun moment j'ai voulu reprendre, mais j'ai l'impression d'être dans une impasse parce que je vous dirais qu'aujourd'hui il m'arrive de le rencontrer pour c'est pas facile, il m'arrive de le rencontrer de temps en temps où nous avons des rapports sexuels, quoi. Voilà, j'ai l'impression de ne pas arriver à couper alors que vous le souhaitez, tout à fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une personne en vous qui le souhaite et l'autre qui craque. Voilà, exactement. Et en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui les partage, les deux, en vous. Oui. Sauf que je reste persuadée d'une chose, c'est que j'ai arrêté pour de bons motifs et que ce serait vraiment pas une bonne chose pour moi de reprendre ma relation. D'accord, donc vous êtes sûre de votre décision. Voilà. Et est-ce que ça peut pas être vu, ce qui se passe aujourd'hui entre vous, comme j'allais dire un sas de décompression, un moyen pour vous de vous aider à vraiment rompre, puisque vous êtes sûr de vous dans votre décision, et que peut-être que ces soubresauts de la relation sont des moyens pour vous, parce qu'en même temps, ce qui est un peu embêtant, vous dites que vous tenez à lui, donc vous êtes encore amoureuse. Oui, je pense, oui. Oui, c'est pas facile comme question. Voilà, c'est ça. Donc, et je suis toujours la première à dire qu'il ne suffit pas d'aimer pour bien vivre. Et là, c'est pas aussi simple que ça. Non. Et je sais qu'on ne peut pas vivre ensemble. Donc, j'ai des enfants et même par rapport aux enfants, c'était compliqué. Donc, il n'était pas très très positif, même pas du tout. D'ailleurs, je dis pas très. Il n'était pas du tout positif avec mes enfants et donc ça me blessait d'ailleurs beaucoup aussi, forcément. Donc voilà, donc vraiment, je pense, lui maintenant, en plus, à un moment de la séparation, il m'a dit, de toute façon, c'est pas plus mal dans la mesure où je ne conçois pas ma vie sans enfant et que c'est pas avec toi que je pourrais en avoir. Donc je lui ai dit, voilà. Donc effectivement, on a trouvé la meilleure raison possible pour nous séparer en bon terme, quelque sorte. Sauf que le bon terme, le bon terme, voilà, je me questionne beaucoup sur le fait que parfois j'ai terriblement envie de passer un moment avec lui. Et alors je ne suis pas dans la culpabilité, c'est pas que je me dis voilà, c'est ce que j'entends. C'est pas bien ou c'est pas de cet ordre-là. C'est que en fait, je ne me comprends pas. Voilà. Parce qu'il faudrait trouver à quoi ça correspond, à quoi il correspond. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que vous savez que vous ferez pas votre vie avec lui, vous savez qu'il est pas bon pour vous entre guillemets, quand je dis bon pour soi, qui fait du bien, mais par ailleurs, il a une vertu. Voilà, on va dire comme ça. Il y a quelque chose de bien pour vous, puisqu'il y a quelque chose du lien qui est pas complètement cassé. Et il faudrait arriver à trouver à quoi lui correspond, pas ce qu'il est, parce que finalement la réponse n'est pas dans qui il est. Qui il est, vous le savez, et ce qui il est, vous en voulez pas. Donc ça, c'est très clair. Donc c'est pas qui il est qui fait que vous êtes attaché, c'est que ça qui me perturbe énormément. Voilà, c'est plutôt ce qu'il provoque chez vous qui vous attache. Voilà, vous voyez, c'est pas voilà. Donc comme c'est pas lié à lui, c'est vraiment une histoire entre vous et vous, à essayer de comprendre qu'est-ce
qu'il provoque, qu'il déclenche, qu'il permet, qu'il autorise. Alors après, ça peut être la peur de dire ah là là, mais si je dis n'importe quoi, hein, je fais une supposition, mais elle peut être fausse. Mais je donne juste un exemple qui pourrait être de se dire mais si je le quitte définitivement, je vais être une femme seule, sans homme. Oui, il y a de je ça retrouve aussi, voilà. je pense. Oui, il y a de ça un petit peu. Ouais. Voilà. En même temps, si vous voulez, j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui m'a quelque part. Enfin, c'est pas lui en tant que tel qui m'a bouleversée, c'est plus le fait qu'il représentait effectivement ce que je pouvais rechercher chez un homme. Oui. Et c'était impossible. C'était juste impossible. Parce alors, qu'est-ce qui était impossible? D'essayer de continuer, ouais. Je sais pas, ça m'a bouleversée. C'est d'ailleurs peu de temps après que j'ai repris contact avec mon ancien ami et donc on a repris l'amour, quoi, parce que c'était je pouvais pas. Je le lui ai dit, hein, je l'ai vraiment avec l'autre homme, hein, vous l'avez dit. Homme, tout à fait, voilà. Alors que lui était d'accord pour qu'il se passe quelque chose. D'accord. Oui. Et il me plaisait, a priori. Il me plaisait beaucoup. C'était quelqu'un de charmant, quelqu'un de très bien. Alors, Anna, c'est sérieux pour vous, l'amour? Oui. Voilà. J'ai aimé terriblement, aimé terriblement le père de mes enfants et j'en ai terriblement souffert de l'avoir aimé autant et je crois que j'ai très très peur de ça. Voilà. C'est que c'est pour vous une chose tellement, tellement sérieuse qu'il vaut mieux une relation soit pas terrible, soit même pas bonne, mais dans laquelle vous avez le sentiment de maîtriser vos sentiments et du coup vous sentez moins en danger alors que vous l'êtes de fait puisqu'il n'est pas bon pour vous. Mais ça, il y a une autre partie de vous qui est rassurée par ça en vous disant non mais ça c'est pas grave puisque de toute façon je vois clair, je maîtrise, je vois qu'il est, il me convient pas, mais je garde, mais voilà. Vous bricolez pour éviter d'avoir affronté quelque chose qui vous fait terriblement peur. Alors avec cet autre homme qui vous plaisait, j'imagine que vous pouvez être amené à le revoir, enfin le rencontrer. Oui. Alors là, il y a peut-être à vous tester. Voilà. Alors si il y a des petits exercices à faire qui consisteraient à baisser l'enjeu, baisser la pression. Déjà pas projeter de c'est exactement celui-là qu'il me faut et tout, parce que déjà vous en savez rien. Oui. Voyez. Donc déjà, si vous enlevez déjà cette projection-là, il est déjà beaucoup moins important à vos yeux. Donc ça va vous aider à franchir un pas et naviguer un petit peu comme ça en faisant ce que vous avez fait finalement avec l'autre, avec le jeune homme, mais ça vous aidait parce qu'il était plus jeune que vous, donc vous saviez quelque part quelque chose était impossible, donc ça a dû vous aider. C'est ça qui a été douloureux pour moi, c'est que justement au moment où j'ai quitté, où je me suis rendu compte que vraiment j'avais des sentiments que j'avais complètement refoulés pendant tous ces mois où j'étais avec lui. Je me couchais le soir, je claquais des dents alors que il faisait très chaud dehors, j'étais pas bien, j'avais un manque vraiment terrible et je me suis dit mais qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces mois? Au final, oui effectivement, je pense que je me suis protégée, c'est de ça, comment dire, c'est ça aujourd'hui qui fait que j'ai vraiment l'impression d'être dans une impasse en fait. Vous comprenez, c'est l'idée de ne pas pouvoir me lâcher. Je me dis, quelque part un côté rassuré parce que je me dis voilà, bon, tu as aimé un premier homme follement et au final je suis rassurée parce que je me dis j'ai su ouvrir mon cœur une autre fois, donc ça veut dire que ce sera peut-être possible. Encore une fois. Donc ça, il y a un côté qui est rassurant. Je me dis je suis peut-être quand même prête à ouvrir de nouveau cette porte, mais quelque part je pense que oui, vous avez raison complètement. C'est-à-dire, je pense que j'ai très très peur. Et quelque part, je me dis, il faut que tu guérisses de ça. Mais et la première histoire avec le papa de vos enfants, c'est vous qui êtes partie, c'est lui? Oui. C'est vous. Oui, tout à fait. C'est parce vous. Que c'était devenu plus possible pour lui comme pour moi. D'accord. Donc, aujourd'hui, on reste en très bons termes. D'accord. Ça reste mon meilleur ami. Enfin, là aussi, c'est pareil. C'est quelqu'un que je n'arrive pas encore à quitter. Voyez, c'est assez différent. Vous avez une relation de fait à cause des enfants. Donc ça, aussi, tout vous voyez, fait, ça c'est pas arrangé dans le même plan. Vous avez plus de relation amoureuse avec lui, c'est une relation amicale, Mais ça c'est plutôt bien pour les enfants et bien pour vous. Tout à fait. Ça c'est constructif. Et puis ça n'abîme pas la relation à l'homme, au masculin, vous voyez. Donc pour vous c'est très bon ça. C'est plutôt à rechercher dans qu'est-ce qui se passe pour moi quand je suis très amoureuse, quand je m'attache. Est-ce que je me maîtrise plus? Est-ce que je panique? Est-ce que j'ai peur aussi parce qu'il y a une première histoire? Je me sens terriblement faible.
Voilà, donc c'est assez... Mais ça peut être très léger aussi, l'amour, Anna, et très gai. Je vous dis ça pour vous rassurer. Oui, et je l'entends, et oui, ça me fait du bien de l'entendre, oui. Oui, c'est vrai qu'autour de moi, c'est pas forcément ce que j'entends. Oui, parce que c'est pas ce qu'on dit quelquefois aujourd'hui, mais ça peut être quelque chose de... Parce que souvent, quand on a peur, c'est aussi qu'on est très exigeant de la relation. Si l'amour est très sérieux, ça fait de vous une femme assez exigeante en amour, vous voyez, par rapport à votre compagnon. Si vous êtes très exigeante, alors c'est difficile de laisser à l'autre la place de faire ce qu'il peut, juste ce qu'il peut. Et du coup, de le laisser vous apporter ce que lui peut vous apporter avec ce qu'il est. Parce que quand on est femme ou homme très exigeant dans une relation, on empêche finalement un peu l'autre d'apporter le simple et le bon qu'il a apporté. Et rien que ça, et c'est déjà énorme. Il y a un côté un peu terrible là-dedans. Voilà, enfin, faut pas juger. Enfin, c'est complexe et on est tous. Enfin, vous savez, c'est la chose la plus difficile au monde, hein. La relation amoureuse entre un homme et une femme. Enfin, c'est la plus exigeante. Quand je dis la plus difficile, c'est la plus exigeante. C'est celle qui nous met le plus à nu. C'est celle dans laquelle on est la plus exposé. L'amour, on est tout nu dans un lit ou ailleurs, mais on est tout nu dans son cœur aussi. Donc c'est très, on est forcément très exposé. Quand vous dites je me sens très fragile, c'est normal. Mais sachez que lui aussi, on est deux comme ça. Et savoir que ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi. Ça peut générer de la force. À l'inverse. Vous n'êêtes pas toute seule, parce que sinon ça veut dire que vous faites les questions et les réponses et que vous avez la main de la situation. Or, on l'a pas. Certainement beaucoup trop dans le... dans la maîtrise, mais beaucoup, je vous rassure, Anna, c'est super commun et on est très, très, très nombreux comme ça. Mais en fait, l'école de l'amour, c'est de lâcher prise, c'est de prendre des risques, c'est de faire confiance, c'est d'y aller. Et ça c'est et ça c'est oui, là je reçois un mail vous concernant de Chaudron de la Barre qui dit alors lui il voit votre problématique semble tourner autour de la solitude et des craintes qu'elle engendre, la peur de vous retrouver face à vous-même peut-être. Pourquoi ne pas prendre le temps d'aller en parler afin de mieux cerner cette problématique et d'essayer d'en comprendre davantage les enjeux et les conséquences. Belle nuit à vous et bon courage pour la suite. J'ai pensé, j'ai déjà fait une psychothérapie il y a quelques années. Ça fait beaucoup de bien. Et c'est vrai que là, durant l'été, je me suis dit que ce serait peut-être bien, effectivement, je parle de ça parce que ça me fait très peur et que j'ai très peur de mes peurs. Voilà. Je dirais que j'ai très peur de façon vraiment... j'ai tout à fait j'ai l'impression, si vous voulez, d'avoir tout à fait conscience de cette peur. Et donc, du coup, j'ai peur de ces peurs, quoi. Oui, parce que vous la ressentez. Voilà, tout à fait, voilà. Et j'y ai pensé. Oui, parce que la thérapie, vous savez, c'est comme un gâteau, c'est des tranches. Dans une vie, on fait des tranches. C'est vrai. Des tranches quand on en a besoin. Donc, si effectivement, là, ça peut vous aider d'aller voir quelqu'un parce qu'il y a plein de fils emmêlés dans la plotte amoureuse, là, dans votre petite plotte. Et autre chose que mon ancien ami, il y a autre chose. Je sens bien qu'il y a quelque chose de... il y a sûrement un peu du papa aussi, du couple des parents. Enfin, il y a un peu toutes ces images-là, souvent. Oui, certainement. Oui, et puis une fois que vous êtes séparés, vous avez connu un grand amour qui s'est terminé. Après, on se dit, on n'a pas envie de revivre la fin. Vous voyez? Oui, je pense qu'il y a aussi un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que c'était donc ça devient encore plus important par la suite. Quand on est tout jeune, quand c'est le premier lien, on est plus inconscient et plus on avance dans l'âge et plus on a la conscience de la relation amoureuse, plus elle devient importante. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc voilà, il faut peut-être avancer, travailler, mais vous me semblez très très consciente en même temps et très claire dans ce que vous voulez. Et ça, c'est très bon signe.
C'est-à-dire que ne vous jugez pas sur les petits accros qu'il y a là dans la séparation avec votre ami. C'est une façon peut-être pour vous de diffusionner, ça vous rassure. Ne vous jugez pas, vous voyez, parce que quand on juge, on est dur et ça empêche d'avancer. Dites-vous que si vous faites ce que vous faites aujourd'hui, ça a une bonne raison et que ça va vous amener ailleurs. Ça ne va pas me faire plus de mal. Ce dont j'ai très peur, c'est que ça me fasse plus de mal encore. Ah bah ça, vous le sentez. Si vous sentez que ça vous fait plus de mal, oui, à ce moment-là, il faut exercer votre volonté. Il faut vous l'empêcher. Ah oui. Oui, alors si vous sentez ça, effectivement, on n'en avait pas parlé, mais là, à ce moment-là, il faut arrêter. J'ai peur de ça, oui. Et ben alors arrêtez, reconsidérez. C'est qu'il faut que j'arrête, effectivement. C'est vraiment, j'ai un sentiment d'urgence par rapport à ça. Peut-être, Anna, vous allez traverser un petit moment à vide, enfin très douloureux, parce que vous allez faire face à la perte et au sentiment de solitude, quelque chose de très fort. Mais ça va être quelque chose dans lequel vous pouvez trouver beaucoup de force aussi. C'est-à-dire aller trouver beaucoup d'autonomie qui vous permettra d'enclencher une relation suivante d'une façon plus sereine, parce que plus forte. Donc, si vous devez vous laisser aller dans quelque chose de douloureux, laissez-vous aller là-dedans. Je sais que c'est pas confortable. Oui, je sais, ce que je vous demande, c'est pas facile. Mais c'est ça dont j'ai le plus peur. Et en fait, oui, mais ça va vous aider. C'est ça que vous voyez pas. Parce que quand on touche un peu le fond de la piscine, là, on redonne un coup, on remonte dans les bonnes eaux et on connaît le fond. Vous voyez, on en a l'appréhension et ça rend beaucoup plus fort. Et surtout dans la relation suivante, ça vous aidera. Ça va vous construire pour la prochaine relation. Ok. Bon courage à vous. Oui. Je vous remercie. Bon courage à vous, Anna. Bonne soirée à vous. Merci de votre appel. Au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et puis un petit mail, avant d'accueillir un autre auditeur à l'antenne, un petit mail pour Anna, pas de la part de Monsieur Sainte-Nitouche, Anna, de la part de Isaac. Je plaisante. Isaac vous dit, vous restez avec cet homme tout en sachant qu'il ne vous convient pas, mais quelle partie de vous craignez-vous de voir s'en aller en vous défaisant de manière pérenne de ce lien? Oui, je trouve très intéressante la question. Posez-vous, ne réfléchissez pas trop et savourez également les instants de bonheur, même s'ils ne sont que physiques. Carpe diem. Merci Isaac pour votre mail. Et puis nous accueillons Isa. Bonsoir Isa, vous êtes là? Oui, bonsoir Sophie. Bonsoir et merci de me prendre à l'antenne. Mais c'est avec plaisir. C'est gentil, je suis très très émue et très très contente de pouvoir vous parler en fait d'un problème que j'ai depuis toujours. Et je m'aperçois qu'en plus j'en ai jamais parlé à personne. Oui. Donc, pourtant, c'est un truc. Voilà, j'ai un problème de mémoire énorme depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que même à l'école, quand j'étais les premières années où on commence à avoir un petit peu de leçons à apprendre par cœur, j'ai jamais été capable d'apprendre plus de 2 lignes par cœur. Et encore 2 lignes, ça me prenait toute une soirée, quoi. C'était vraiment l'horreur. Et à l'époque, vos parents, enfin, vous en avez pas parlé à un médecin ou... Alors justement, en fait, donc là où, j'ai 51 ans, donc à l'époque, les classes, la première année qui a été vraiment difficile, j'étais en 10e. Alors je sais pas à quoi ça correspond. Je sais que j'étais toute petite et que c'était les premiers. L'école primaire. C'était primaire. Et donc en 10e, donc c'était une année vraiment d'enfer où en fait j'étais punie tout le temps parce qu'évidemment comme il y avait rien qui rentrait et j'avais une maîtresse très dédaigneuse qui m'aimait pas du tout et enfin qui était pas sympa du tout. Et donc bon, je faisais mes punitions. Mes parents, ils avaient pas tellement le temps de s'occuper ils s'occupaient pas tellement de nous, quoi. Enfin, de moi, de nous. Pour eux, les devoirs, c'était pas un truc important. Et par contre, l'année d'après, donc en 9e, j'avais une maîtresse qui était très sympa. Et là, elle voyait que j'avais des vraies difficultés, mais enfin, pour apprendre en tout cas.
Et elle avait... je suis vraiment hyper émue. Hein. Oui, non, mais vous parlez très bien. Non, vous exprimez très bien, Isa, il n'y a pas de souci. Tant mieux. Et donc, en 9e, là, je suis tombée sur une maîtresse très sympa qui, elle m'a dit... elle avait mis un mot pour mes parents, donc. Oui. Et je me souviens que mes parents avaient dit mais elle veut t'emmener voir une psychiatre, c'est pour les dingues, nanana. Donc mes parents n'ont jamais mis suite à ça, évidemment. Ouais. Et donc j'ai une scolarité médiocre, mais bon, j'ai quand même réussi à me construire, j'ai un boulot et j'ai réussi quand même à avoir une vie sociale normale, j'ai envie de dire. Mais ça m'a toujours... ça m'a pénalisée dans plein de choses. Et surtout, j'ai eu un manque de confiance en moi total. Enfin, je veux dire, par exemple, quand j'étais jeune, eh bien, quand il y avait des groupes de gens, de jeunes cultivés, par exemple, j'ai eu un petit ami qui était... lui, il avait fait des études. Enfin bref, il était brillant. Eh bien, du coup, je pouvais pas rester avec lui, c'était impossible parce que moi, j'étais trop bête, quoi. Ça me complexait. Et en fait, je m'aperçois qu'encore aujourd'hui, j'ai toujours ce complexe d'infériorité dès que je suis avec quelqu'un qui a de la culture, qui est intelligent. Enfin bon, je me suis oui, toujours, sans doute, parce que là, quand je vous entends, vous exprimez vraiment très bien. Il y a une enfant en vous qui sait qu'elle avait des capacités, très certainement. Qu'elle n'a pas pu exploiter, et du coup quand vous êtes face à quelqu'un qui lui a eu la chance de pouvoir faire des études, de développer ses connaissances, vous sentez moins à l'aise, mais là excusez-moi, mais j'insiste sur le fait que je me sens moins à l'aise uniquement parce que j'ai l'impression d'être complètement inculte, et pour cause je suis incapable de rien retenir. Et bon, comme ça m'a pas empêché de faire ma vie, mais par moment, il y a ça, si vous voulez, j'ai des périodes, et là je suis dans une période comme ça, où j'ai vraiment envie de trouver une solution pour m'aider. Ben oui. Et là, donc là, je suis dans cette période de recherche, là, vous voyez, je me suis dit, je vais essayer l'hypnose, faut que j'essaie des trucs. Et alors j'ai pas encore essayé parce que... Ah oui, ce serait bien. Et justement, si je vous appelle, c'est parce que j'espère que peut-être qu'il y a quelques personnes... qui ont connu quelqu'un un peu dans mon cas, ou je sais pas, parce que j'ai l'impression d'être unique dans ce genre, parce que je connais personne qui a ce problème. Et si, alors je vous rassure, il existe des patients qu'on rencontre en thérapie qui ont ce problème. Ou des gens que ça gêne pas. Alors que moi, ça me gêne. Au point que je vous dis, j'en ai jamais parlé à personne, alors que j'ai 50. C'est justement ans. Ça que je trouve et qui m'a le plus étonnée, vous voyez, dans votre histoire, Isa. J'en ai jamais parlé à personne. Moi, ce que ça m'évoque, mais là, c'est un peu difficile à l'antenne, mais c'est bien si vous avez l'intention d'aller faire un peu un travail sur vous, que ce soit hypnose ou cognitivo-comportemental ou thérapie classique. Mais j'ai l'impression quand même que votre enfance, ça n'a pas été facile, et que souvent un enfant, on voit ça chez des gens comme vous, c'est-à-dire vraiment ce cas-là, c'est-à-dire quelqu'un qui, ça remonte à l'enfance et qui a malgré tout fait sa vie, mais qui a eu toute sa vie ce problème de mémoire, exactement ce que vous décrivez. Et il arrive, si vous voulez, qu'il y ait dans la vie d'un enfant des choses qu'il peut pas intégrer, soit parce qu'elles sont trop violentes, soit parce qu'elles auraient dû rester cachées, ou parce que elles induisent chez lui de la culpabilité. Et comme ces choses peuvent être subies par l'enfant, mais aussi bien vues, entendues, surprises par lui, etc. Comme il peut pas les métaboliser, les digérer normalement, l'enfant, pour pas succomber à l'angoisse, les oublie. Et pour être sûr de ne jamais s'en souvenir, il peut même casser sa mémoire, comme on casse un instrument dangereux. C'est-à-dire qu'il se dit, faut pas que je me souvienne, et il peut atteindre sa mémoire pour la briser ou la mettre en échec, pour pas avoir. Donc vous dites, j'ai ça depuis toujours et j'en ai jamais parlé. Vous voyez, là on se dit, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Oui, et je sais bien, mais en fait la question, c'est parce que moi j'ai ma petite idée, si vous voulez, comment en fait. Bon, j'ai ma petite idée, mais je voudrais savoir si ça peut, malgré tout, justement, quand il y a un blocage et qu'on... Si ça peut revenir, mais tout à fait. Si,
s'il y a un moyen de le débloquer. Oui, ça, oui, parce oui. qu'en fait, vous pensez qu'il y a une possibilité. Ah oui. Alors, vous avez parlé de l'hypnose. Je pense que c'est une bonne solution. Alors après, tout dépend de ce qui vous convient le mieux, c'est-à-dire soit par la psychanalyse, parce que vous, là, dans le cas précis, il va falloir aller travailler sur la partie inconsciente, parce que c'est pris dans l'inconscient. Donc tout ce qui est cognitivo-comportemental, j'y crois pas trop dans votre cas. Vous voyez, tout ce qui est comportemental, c'est bien pour les phobies, les problèmes de comportement, société et tout. Vous, c'est quelque chose de très intérieur et très profond, un peu caché dans l'inconscient. Donc l'inconscient, il y a deux outils thérapeutiques ou deux méthodes, on va dire très assez efficaces, c'est la psychanalyse et l'hypnose. Alors l'hypnose, elle réagit plus si vous êtes moins dans la parole, et la psychanalyse plus par la parole. Et encore, c'est vraiment, je suis en train de tirer des grandes lignes, hein. C'est délicat comme ça, un peu rapidement, mais... Excusez-moi, mais la psychanalyse, moi, ce qui me fait peur, c'est que, dans ma vie, j'ai eu des périodes difficiles, et j'ai vu à certains moments de ma vie des psychologues, voire même des psychiatres, parce que j'ai eu des problèmes, j'ai eu des périodes très difficiles où j'ai voulu mourir. J'ai eu vraiment des périodes difficiles dans ma vie, et la psychanalyse, il y a pas longtemps, je voulais me relancer là-dedans. Je suis tombée chez un thérapeute qui avait son magnéto, j'ai laissé tomber tout de suite, parce que moi j'ai pas envie qu'on m'écoute pendant des heures pour pas me donner de solution. Et quand je vous écoute le soir, et c'est vraiment, je trouve que vous êtes fantastique, c'est que en fait rapidement vous nous redonnez espoir, vous nous donnez des pistes, et en fait c'est pour ça que je vous appelle, c'est que moi la psychanalyse, si je savais que si on me donnait l'adresse d'un bon psychologue, j'irais, mais ce qu'il y a, c'est que de toute façon, Isa, c'est un travail, un petit peu de longue haleine, c'est-à-dire c'est pas en une ou deux séances que, vous voyez, en plus c'est pas le psy qui va vous donner la solution, parce qu'il l'a pas. Aucun psy ne l'a. Soyons clairs. Par contre, vous l'avez, vous pouvez aller d'autant plus rapidement, comme vous dites, que vous avez votre petite idée, et essayer de trouver quelqu'un qui vous sentez bien, et vous travaillez, on va dire, chantier après chantier. C'est-à-dire qu'on va ouvrir petit à petit les portes de votre histoire, mais là, il y a quand même un immense chantier. Alors, peut-être ce qui vous conviendrait, c'est essayer, je sais pas, dans votre ville, ou de trouver, de repérer quelques psychanalystes et quelques spécialistes de l'hypnose, et puis de faire un petit peu votre étude de marché. Vous faites un rendez-vous pour voir avec 2-3 différents, et puis vous faites votre choix avec qui vous vous sentez bien, et vous allez le sentir très vite. Ouais. D'ailleurs, donc c'est une démarche que là j'attends la rentrée. Donc j'ai des adresses justement, mais je voulais votre avis. Mais je vais quand même vous dire pourquoi je pense, et vous allez me dire si vous pensez que ça peut être à cause de ça. C'est qu'en fait j'ai un frère et j'ai une sœur, et en fait moi je suis au milieu, et en fait quand je suis arrivée, mon père voulait absolument, ma mère aussi, mais surtout mon père voulait absolument avoir un garçon. Et du coup, il n'est pas venu la voir à l'hôpital. Il m'a vraiment, il a refusé totalement le fait que je sois une fille. Et moi, en plus, j'ai passé ma vie à essayer, à toujours vouloir qu'il m'aime à tout prix. Bon, c'est quelqu'un de gentil, qui m'aime bien, mais bon, voilà. Et je me dis que c'est peut-être à cause de ça. Ça peut, là, ça m'est difficile. Vous voyez, je connais pas toute votre histoire, de vous répondre comme ça. Ça peut être une des parties, une des explications, parce que elle ne vous donne pas droit à la vie comme vous êtes. Mais de là, alors c'est sans doute un élément que vous avez peut-être dans l'enfance voulu oublier, puis on revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la perte de mémoire de l'enfant. Alors après, il y a sans doute, vous savez, les problèmes de refoulement qui perturbent la mémoire, c'est des poupées russes, vous savez, poupées gigognes. Vous en ouvrez une, il y en a une autre, il y en a une autre. Alors c'est tout ce travail-là qu'il va falloir que vous fassiez pour retrouver. Attendez, je m'excuse d'insister, mais allez-y. Parce que j'ai lu des bouquins là-dessus où ils veulent que je retrouve. Mais moi, à chaque fois,
quand on nous explique comment avoir une super mémoire et tout ça, ils se basent vraiment sur une personne, la plupart, pas toutes parce que j'ai pas tout lu et j'espère qu'il y a des bouquins qui sont super que j'ai pas eu l'occasion d'avoir encore. Mais à chaque fois, ils font comme si on en avait déjà eu quand on était avant, quoi. Mais moi. Oui, mais ça c'est pour les gens. Oui, mais oui, c'est pour ça. Non, parce que vous c'est plus. Oui, mais parce que vous, Isa, c'est pas un problème de mémoire comme vous le trouvez, je vois dans des bouquins qui disent retrouvez votre mémoire, etc. Vous avez raison. Ça, c'est parce que vous savez, on a plein de types de mémoire. Et ça, c'est pour les gens qui commencent à perdre de la mémoire immédiate. On va pas rentrer dans tout, mais vous savez, la mémoire, c'est tout un ensemble très, très, très complexe et très grand, avec le cerveau reptilien, toutes nos sortes de cerveaux, la neurologie du cerveau. Enfin, c'est assez complexe. Mais dans ce que vous me décrivez, moi, ce que je comprends, c'est pas la mémoire immédiate. D'ailleurs, vous auriez pas pu constituer comme ça toute une vie sociale et faire votre parcours parce que vous auriez pas réussi à construire sans une bonne mémoire, vous voyez, qui vous permet, c'est comme le vélo, hein, vous apprenez à faire du vélo, vous mémorisez, votre corps l'a mémorisé, vous continuez à faire du vélo. Bon. Et après, aujourd'hui, vous avez un métier, donc votre mémoire en tant qu'outil, elle fonctionne. Par contre, ce qui vous pénalise, c'est tout l'affect, parce que ça, c'est lié à l'enfance. Et là, ce que vous me décrivez, c'est plus, il me semble, c'est plus un aspect psychologique et d'affect lié à la mémoire que le fait de retenir des éléments. Donc il y a peut-être là à travailler. Alors vous voyez, je reçois des mails pour vous, Valérie qui dit vous avez un manque de confiance en vous et pourtant tout ce que vous dites est censé et réfléchi. Vous avez besoin d'une oreille extérieure qui pourra vous aider, vous apaiser, vous gagner à être connu. Et puis Isaac, oui, qui nous a qui signe Isaac, Monsieur Sainte-Nitouche, j'ai plaisanté tout à l'heure, mais qui renvoie un mail pour dire qu'il n'est pas trop tard pour entreprendre une formation pour adultes, par exemple. Les raisons liées à vos difficultés d'apprentissage sont à creuser en thérapie. Vous voyez, vous avez l'énergie nécessaire pour avancer, et cela vous ne sera que bénéfique. C'est vrai que là, ça relève de la thérapie et pas des bouquins que vous lisez sur travailler sa mémoire. Vous voyez. Oui, non, puis je laisse tomber parce qu'à chaque fois, mais ça me démoralise encore plus. Oui. Non, là, on est plus dans ce qu'on appelle en psychanalyse le cas du refoulement, vous voyez. Plus que, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez parlé de perte de mémoire. Est-ce que ça se traduit, par exemple, dans votre vie quotidienne? Vous oubliez plein de choses? Non. Non? Ah non. Non. Dans ma vie quotidienne, enfin si, je suis tête en l'air. D'accord, mais vous avez surtout du mal à apprendre, en fait. Mais oui, c'est par exemple, je lis. Je lis pas mal de romans, mais je suis incapable, après quand j'en parle avec des copines ou quoi, je suis incapable de redire ou de réexpliquer. De parler de l'auteur, ou comme je fais un métier, j'écoute beaucoup de livres lus. Oui, c'est extra. J'adore ça en plus. Eh bien, sans arrêt, je me dis, mais celui-là, de quoi il parlait et tout. Alors bon, l'avantage, c'est que je peux les réécouter assez régulièrement. Mais bon, vous voyez, je préfère le prendre comme ça. Mais bon, non, j'aimerais vraiment imprimer ce que je dis. Mais là, ce dont vous parlez, c'est une affaire d'apprentissage. Et d'apprentissage qui a visiblement été très abîmé dans la petite enfance. Et sans doute par les affects. Donc la petite fille que vous avez été, elle a dû se dire je veux plus, ou je suis trop nulle, ou de toute façon je pourrai jamais apprendre. Il y a peut-être même une décision d'enfant, vous voyez. Oui, mais quand vous avez mais alors ce qui est formidable et l'espoir que j'ai envie de vous donner ce soir, mais je sais pas, je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est que on prend quelquefois des décisions comme ça quand on est enfant, liées à effectivement un environnement, un contexte. On a toutes les bonnes raisons de prendre cette décision-là. Sauf que à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous n'avez plus aucune raison de prendre cette décision-là, parce que vous êtes devenue une adulte et que vous pouvez faire autrement. Vous n'êtes plus dans la même histoire, dans le même environnement. Donc le travail à faire en thérapie, ça va être de lâcher la décision de la petite fille qui était valable quand elle avait 8 ou 10 ans et qui est plus valable aujourd'hui.
Vous comprenez ? Oui. Et quelquefois, on est piégé comme ça. Hein. On peut vivre très longtemps. Enfin, on vieillit, on avance dans nos vies avec des décisions qui ne nous concernent plus finalement, qui concernaient l'enfant qu'on était. Et cette décision-là, il faut la réévaluer, la disséquer, la rouvrir pour dire mais j'ai plus besoin de ne plus vouloir apprendre. Puisqu'aujourd'hui, je le faisais pour me protéger ou pour contrarier mes parents ou la maîtresse. Enfin, il y avait une décision qui me servait là à quelque chose et que je croyais bonne pour moi. Mais aujourd'hui, elle est plus bonne pour moi et puis surtout, j'en ai plus besoin. Mais ça, là, moi, je vous le dis là en quelques minutes à la radio. Oui. Là, c'est tout un travail à mener pour que vous imprégniez de ça. Oui. Mais donc, ça peut éventuellement s'améliorer, quoi. Ah oui, j'en suis persuadée. Parce que la question, en fait, c'est vraiment ça. Parce que maintenant, de toute façon, c'est trop tard et oui, c'est pas vraiment... Non, ça peut s'améliorer dans le sens du plaisir. Non, mais vous parliez par exemple du roman, vous voyez, ça va s'améliorer parce que à un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'ancien système, enfin avec votre inconscient, ça va se réparer sur l'inconscient, donc il n'y en aura plus besoin. Et vous allez tout naturellement avoir plaisir à pouvoir dire aux autres, tiens, j'ai lu tel livre, c'était super intéressant, j'ai trouvé ça. Enfin, parce que vous aurez lâché les peurs, lâché des affects liés à votre enfance et que vous serez heureuse d'apparaître au grand jour avec votre savoir. Mais c'est tout ce qui tourne autour du savoir qu'il faut reconstituer chez vous. C'est la clé, c'est le lien au savoir qui a été très abîmé. Et c'est tout ça qu'il va falloir aller revisiter. Mais il n'y a aucune raison parce que dans le plaisir que vous aurez, la mémoire, elle va revenir. Elle va être liée à ce nouveau plaisir que vous avez. Vous voyez ? D'accord, oui, je vois. Ouais. Et puis je vois, enfin, vous raisonnez excessivement bien, vous exprimez très bien, enfin, on vous sent cultivée, intéressée, curieuse de la vie. Il y a absolument aucune raison que vous n'avanciez pas en plus, vous avez le désir et vous l'avez dit vous-même, c'est la clé, hein. Ça, c'est la clé qui ouvre le coffre-fort, hein. C'est le désir. Et vous y êtes là. Peut-être qu'il a mis très longtemps pour naître ce désir-là. Il a fallu tout ce temps-là. Je l'ai eu, mais à chaque fois, je repoussais ça. Je me disais, mais non, c'est pas possible, quoi. Et puis là... si, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Voilà. Ouais. C'est vraiment... Merci pour toutes les gentilles choses, les gentils compliments que vous venez de me dire. Non, mais c'est sincère de ma part et je vous assure que le travail sur soi, enfin la revisite enfin de son passé peut, j'allais dire faire des miracles, c'est un bien grand mot, mais en tout cas nous aider considérablement en tout cas. D'accord. Hein, beau courage oui, à vous. Merci mille fois. Il y a Durga qui envoie un SMS, avant que vous nous quittiez, qui dit, elle pense à l'hypnothérapeute François Roustan. Ah oui, elle a raison. C'est ROUSTANG. Vous regarderez sur Internet. Oui. Mais en tout cas, par lui ou par son cabinet, lui, c'est un grand maître de l'hypnose. Et elle pense, comme moi, elle dit, ce serait formidable pour Isa. Moi, je pense effectivement que l'hypnose pourrait être très indiquée dans votre cas. D'accord. Hein? Non, mais c'est super parce que en plus, c'est vraiment là depuis un moment, j'y pense très très sérieusement. Oui. Et ben voilà, vous voyez, vous avez appelé ce soir pour vous donner l'étincelle pour passer à l'acte. En tout cas, vraiment, merci beaucoup et bonne je vous en prie, bonne route à vous et bonne lecture. Merci beaucoup. Bonsoir Isa, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Puis pour Isa, avec laquelle on était juste avant pour ses problèmes de mémoire, Isa, il y a Gabrielle qui dit qu'elle a travaillé en kinésiologie et en microkiné, qui sont des techniques qui permettent au corps de ressortir des mémoires anciennes qui sont engrammées. Elle dit avoir travaillé pour beaucoup avec ça. Alors voilà, c'est peut-être aussi une piste à aller regarder pour vous, Gabrielle. Et nous accueillons Christopher. Bonsoir Christopher.
Bonsoir Sophie. Alors on va juste un tout petit peu démarrer et on devra se quitter, vous savez, pour Assiba a dû vous le dire, pour le journal de minuit. On se retrouvera juste après, d'accord? D'accord, pas de souci. Donc voilà, je vous explique un peu mon cas. Oui. J'ai 21 ans et je n'ai jamais eu de relation, que ce soit amoureuse, même beaucoup amicale avec des filles. Voilà. Ouais. Il y a un gros blocage à ce niveau-là, un manque de confiance et ça me gêne, ça me pénalise quand même. Bah oui, oui. Et en fait, vous savez dire, enfin, qu'est-ce qui vous inquiète, empêche, enfin, comment ça se passe quand vous êtes en soirée? C'est un gros manque de confiance, voilà. J'ai beaucoup d'amis garçons, tout ça, mais les filles... Mais elles vous attirent, les filles, ou pas, Christopher? Ou c'est juste dans votre tête de vous dire mes copains ils ont des copines et moi pas? Est-ce que vous est-ce que vous sentez attiré? Vous avez envie de prendre une fille dans vos bras? Christopher, je vous ai perdu? Vous êtes là? Ah, il est parti. Ah bah alors on a perdu Christopher. On va voir si on... Alors, Muriel, vous êtes là? Parce qu'on avait Muriel qui nous attendait aussi. Et en attendant qu'on essaye de retrouver Christopher? Non, on n'a pas non plus Muriel. Bah écoutez, on va essayer de rétablir la connexion. On a peut-être un petit problème de connexion ce soir et on perd nos auditeurs. On va essayer de les retrouver. En attendant, pour revenir sur les problèmes de mémoire. Il est là, Christopher, on l'a retrouvé? Oui. Ah, voilà. Je suis là. Ça avait coupé. Non, bah, je vous en prie. Oui, Christopher, je vous demandais si vous étiez attiré par les jeunes filles ou pas du tout. Ah, tout à fait. Si, parce que c'est souvent un gros sujet de discussion avec les amis garçons que j'ai. Oui, donc, oui. Si, bien sûr. Mais voilà, Et qu'est-ce qui la se peur passe de l'approcher, la peur de l'échec. Voilà. Mais alors on dit aujourd'hui, mais que les jeunes filles, de votre âge sont quand même moins farouches que les générations précédentes. Est-ce que si l'une, vient vers vous, qu'est-ce qui se passe? Vous paniquez? Ça se passe comment? Si vous êtes en soirée, qu'il y a une jeune fille qui danse un peu proche de vous, qui cherche à vous embrasser? Non, ça irait tout seul, mais je pense que la timidité, moi, m'empêche de faire le premier pas largement, parce que en plus j'ai un côté assez négatif déjà. C'est-à-dire? Je suis assez pessimiste de nature. Voilà. Assez? Pessimiste. Oui. Donc donc ça déjà ça pénalise. Vous dites que c'est foutu, quoi. Ouais, voilà. Avant même d'avoir commencé, je dis déjà que c'est foutu. Donc là, c'est vrai que c'est un peu gênant. Oui. Et cette année aussi, ça a été une année compliquée niveau études parce que je suis allé à la fac, mais ça n'a pas très bien marché. Donc disons qu'à la fac, j'y étais, mais qu'à moitié, quoi. Et j'ai pas fait beaucoup de connaissances non plus. Donc là, en partant en BTS cette année au mois de septembre, en étant dans un studio tout seul, j'espère que ça pourra aller mieux. Mais c'est toujours pareil, c'est une manque de confiance. Et là. Et par ailleurs, vous avez plein d'amis, Christopher? J'ai des amis, oui, très fidèles en amitié, donc un amitié garçon, mais c'est pareil, les garçons avec qui je suis ami n'ont pas beaucoup d'amis filles. Voilà, je traîne avec 2-3 amis garçons, on est souvent ensemble, mais on n'est pas avec des filles, même amis. Et Christopher, ici, vous étiez mieux avec des garçons qu'avec des filles, vous y avez pensé? Oui, mais bon... Oui. C'est compliqué pour vous d'aborder le sujet, on va dire autrement, ou de penser à la relation autrement? Parce que je peux être très attiré par une fille. Voilà, je suis tombé amoureux d'une fille au mois de février. Voilà, j'étais amoureux d'elle, tout ça, mais bon, j'ai fait des erreurs et malheureusement, c'était pas réciproque. Voilà, mais je peux tomber amoureux d'une fille, oui.
assez vite d'ailleurs, mais malheureusement, c'est jamais réciproque. Voilà. Et après, vous avez plus le sentiment d'en avoir peur ou de vous sentir nul? Enfin, qu'est-ce qui l'emporte, vous voyez, dans l'échelle Oui, bah souvent, quand j'ai échoué là au mois de février, quand c'était pas réciproque, j'ai eu un gros vide et une petite période de déprime, où je me suis beaucoup remis en question, je me remets beaucoup en question, et souvent on dit souvent que les échecs permettent de construire et tout ça, alors que moi, ce serait plutôt l'inverse. Les échecs, au début, ça casse quand même. Avant de reconstruire, il y a l'époque où quand même ça fait mal. Hein. Il y a le moment où ça fait mal. Après, effectivement, le truc, c'est de pas se laisser enfermer dans le piège, où ça fait trop mal, parce qu'après vous ne remontez pas parce que vous avez peur de prendre la porte la prochaine fois. Vous savez, Christopher, on se retrouve juste après le journal de minuit, et puis on continue à parler de vous, d'accord ? À tout de suite, à tout de suite. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et le journal vous est présenté par Pierre Courade. Sur Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21, commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions, auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Raciba et Quentin et Fifi aux manettes. Et nous retrouvons Christopher, avec lequel nous étions juste avant le journal de minuit. Christopher, vous êtes là ? Oui, je suis là. Voilà, vous êtes là. Oui, Christopher, alors vous nous disiez que vous avez du mal à avoir des relations avec les filles, et que vous avez 21 ans et que vous aimeriez bien parce que tous vos amis en ont et pas vous. Voilà. Alors il y a Jean-Luc qui dit: il n'y a pas de secret, Christopher, faut se lancer, acquérir de l'expérience. J'ai eu ma première expérience à 22 ans, vous dit Jean-Luc. Ce qu'il y a, c'est que je me demandais pendant le journal de quoi vous aviez peur, dans le sens, bien sûr on a dit peur de l'échec, etc., mais qu'est-ce qui vous fait peur chez une fille? Qu'est-ce qui empêche que vous alliez vers elle? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez repéré qui vous angoisse ou qui vous panique, indépendamment de l'aspect échec, en allant derrière ça? En fait, les quelques filles là dont j'étais amoureux, elles voulaient me garder qu'en amie, mais pas plus loin, quoi. Voilà, donc c'était ça aussi, que elle voulait me garder qu'en tant que meilleure amie ou voilà, mais pas aller plus loin dans une relation amoureuse. Voilà. Et elles vous disaient pourquoi? Elles vous ont dit pourquoi? Quelque chose qui pourrait vous mettre sur la piste ou vous aider? Non. Non. Et c'est ça qui est un peu pesant. Oui, d'avoir des amies filles, mais pas de... Et est-ce que quand vous draguez, on va dire, une fille, est-ce que justement vous rentrez pas d'abord trop par la case amitié, ce qui fait qu'elle vous range tout de suite là, dans ce type de relation? Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une façon, peut-être, je sais pas, d'aborder les jeunes filles? Et encore une fois, ça, on revient à qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que vous êtes plus à l'aise quand vous liez d'abord une relation amicale, puis vous dites après je serai plus à l'aise pour. Peut-être que là vous mettez une étape qui vous éloigne
Oui, peut-être. J'y avais pensé à ça. Oui, c'est vrai qu'il faudrait déjà commencer par le stade amical avant de passer à... Parce que moi, tout de suite, en fait, j'ai tout de suite envie de passer à la relation. Et des fois, voilà, ça casse tout de suite. Ça casse tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait d'abord passer par le stade amical et non pas par le stade tout de suite amoureux. Ah oui, alors que là, moi, j'étais en train de vous dire le contraire. Je me demandais si vous passiez d'abord trop longtemps par le stade amical qui empêchait le stade suivant. Non, vous essayez d'emblée. Non, là, d'emblée, ouais. J'essaye d'emblée et c'est ça peut-être qui a pêché. Je connaissais peut-être pas assez la jeune fille. La jeune fille pour pouvoir éventuellement sortir avec, quoi. Alors, est-ce que vous êtes toujours le même avec chacune ou est-ce que vous essayez aussi à chaque fois de faire un petit peu différent ou selon les environnements où vous faites des rencontres? J'essaye toujours d'être le même, mais bon, sinon c'est vraiment les rencontres, quoi. J'espère là que ça va se déclencher en BTS. Et c'est vrai que depuis cette fille au mois de février, là, il y a rien eu. Donc j'ai pas fait de rencontres et c'est ça qui est un peu pesant. Et puis il y a aussi le fait que... Il faut que vous parliez bien dans le combiné, Christopher, parce que par moment on vous perd. Oui. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et il y a aussi le fait que cette année d'université ne m'a pas fait avoir de rencontres, quoi. Donc ça a été un petit peu pesant aussi. Et j'espère que cette année en BTS, Mais quand vous dites l'année m'a pas fait avoir des rencontres, c'est pas l'année qui fait, c'est vous. C'est-à-dire que les rencontres, on les fait quand on y est prêt, quand on est à l'aise, quand on sent que c'est possible. Vous voyez, c'est pas tellement les études qu'on fait où on est. Est-ce que vous sortez danser, par exemple, avec des amis? Oui. On va souvent en boîte, voilà. Donc. Oui, mais c'est toujours le blocage, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment un blocage d'aller vers les filles parce qu'elles vont me rejeter ou donc voilà, elles vont pas me trouver intéressant ou voilà, c'est ça. C'est des peurs, mais c'est pas vous disiez tout à l'heure, c'est pas le fait d'être plus attiré par des garçons par des filles. D'accord. Parce que j'ai dormi avec justement mon meilleur pote, on a dormi ensemble, mais j'ai pas du tout été attiré. Voilà. D'accord. Donc ça, voilà, comme ça vous êtes fixé. Mais là, je suis fixé, voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez les filles qui vous tétanise et que sans doute vous mettez. C'est sûr que plus on vieillit, enfin entre guillemets, parce que vous êtes très jeune et qu'il s'est encore rien passé au moment où alors pour les autres il s'est déjà passé plein de choses. Ça devient de plus en plus impressionnant. Vous voyez, plus vous avancez dans le temps, plus ça vous impressionne. Et donc, plus vous êtes impressionné, plus vous êtes tétanisé. Ben, tout à fait. Parce que c'est ce que je dis à mes amis. Si j'avais eu une relation à 16, 17 ou 18 ans, même si elle n'avait pas duré longtemps, ça m'aurait déclenché tout. Voilà, que là, il n'y a rien eu du tout. Donc, c'est ça qui fait le blocage encore plus. Oui, mais il est dans la tête. Il est dans la tête parce qu'il n'a aucune raison d'être. Vous voyez, c'est pas parce que là vous êtes dans le regret, vous dites si j'avais su, si j'avais fait, mais ça c'est vous qui le fabriquez dans votre raisonnement. Donc maintenant à chaque fois que vous rencontrez une jeune fille, chaque rencontre devient encore plus importante que la précédente parce qu'elle est pour vous déterminante de vais-je passer le pas ou pas, est-ce que ça va marcher, Alors à chaque fois que vous êtes dans la rencontre, l'enjeu il est tellement fort que c'est complètement paniquant pour vous. Oui, c'est vrai. Alors il faudrait arriver à baisser l'enjeu, à trouver des petites ruses avec vous-même en vous disant non, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, mais j'en ai pas 21. Enfin, essayez de baisser la pression que vous vous mettez à vous-même parce que la relation, l'amour, l'étincelle va vous cueillir au moment où vous aurez lâché prise. Donc le travail que vous avez amené là, c'est de lâcher prise sur vos croyances, sur c'est trop difficile. Vous parliez de pessimisme tout à l'heure aussi, de pas partir battu d'avance. Vous voyez là, vous en arrivez à un stade où vous êtes en train de partir battu. Alors quand on part à la bataille en étant déjà battu, on risquera pas de gagner quelque chose ni de revenir avec un trophée. Oui. Alors quand vous partez en championnat, c'est comme les grands sportifs, il faut être bien dans l'esprit qu'on va décrocher une médaille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va en décrocher une, mais on se met déjà un peu plus de chance de son côté. Oui.
c'est vrai. Mais le fait aussi, c'est que peut-être le fait de trop y penser, le fait de trop peut-être vouloir réussir, peut-être que ça m'arrivera le jour où j'y penserai le moins. Exactement. Ah ben ça, j'en suis persuadée, Christopher. C'est que le jour où vous serez prêt à lâcher ça, vous verrez que vous serez tout d'un coup beaucoup plus à l'aise. Donc vraiment, il y a tout un travail à faire sur le fait de lâcher des peurs. Oui. Parce que c'est devenu trop pesant au fil des mois ou des derniers mois, comme j'ai eu des échecs et tout ça, c'est devenu trop pesant. Et maintenant, même quand ma mère me dit quand tu auras une copine ou tout ça, je lui dis mais j'en aurai pas, ou voilà. Je suis très braque maintenant, à part avec mes amis, mais sinon avec la famille, je suis très braque dessus et ça coince souvent. Voilà, c'est... Oui, puis alors tout le monde s'en mêle en plus, alors c'est encore plus pénible pour vous. Voilà. Ouais. Alors ça c'est pas un cadeau parce que du coup vous avez la pression que vous mettez vous-même, mais en plus celle de maman ou des parents ou des copains. Alors là c'est la totale. Non, là à la limite, il y a peut-être un truc qui pourrait vous aider, c'est fait de croire que ça a déjà eu lieu vis-à-vis de votre mère ou de vos amis. Crâner, frimer, vous savez, il y a plein de gamins, d'ados qui font ça. Et ça, c'est un bon truc parce que vous mettez déjà dans la situation que c'est déjà arrivé et que ça peut vous aider à débloquer quelque chose chez vous parce que vous allez finir par vous prendre à votre jeu et à y croire. Et donc, vous allez raconter votre histoire de vous-même autrement aux autres. Et ça peut marcher. Alors, et puis il y a un petit bouquin que je vous recommande de lire qui est tout facile et tout simple. Et pour un étudiant, il coûte très peu cher. C'est aux éditions Jouvence. C'est une petite collection de psy. Et c'est un petit livre qui s'appelle Lâcher prise de Barbara Dobbs, D-O-2-B-S, et Rosette Poletti, P-O-L-E-T-I. Et en fait, c'est un petit livre qui explique ce que c'est que lâcher prise, c'est-à-dire abandonner ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers ce qui vient. Hein. Et donc, c'est arriver à lâcher les émotions négatives, lâcher tout ce qui permet de passer à une nouvelle étape. Et c'est vraiment un petit livre très, très, très utile, très pratique qui va vous aider dans les obstacles. Il propose des rituels, voilà, des petites choses à faire. Et puis essayez de tester ce que je vous dis, de vous mettre déjà dans la situation vis-à-vis de vos parents et de vos amis. Frimer, inventer, là c'est l'été, hein, frimer, ah bah oui, j'ai rencontré une fille, c'était super, bon bah voilà, ça dure pas ou c'est fini, enfin peu importe, mais... Alors, là où j'ai un peu d'espoir et où j'ai un peu d'espoir, c'est là que, au mois de septembre, j'allais dans un studio tout seul et ne plus être chez les parents, ça va j'espère que ça m'ouvrira d'autres portes. Sûrement. Et j'espère que, voilà, je vais m'ouvrir plus que là où je suis tout le temps chez les parents, voilà. Donc, et avec votre maman, comment ça se passe? Quelle relation vous avez avec elle? Comme j'avais dit à Caroline, parce que j'étais intervenue plusieurs fois avec Caroline, c'était assez fusionnel aussi. Ah oui. C'était assez fusionnel, voilà. Elle me pouvait questionner souvent là-dessus. Et, Ah oui, alors maman est un peu invasive sur la... Un peu envahissante. Un peu envahissante, ouais. Et alors là, faut vous protéger, Christopher. Et c'est peut-être aussi... Enfin, dans la première relation qu'a un jeune garçon, il n'ose pas trahir maman. Vous voyez, c'est couper le lien avec maman d'aller vers une autre femme. Donc, si maman est très très présente, ça vous complique pour vous la tâche, forcément. Donc, donc déjà, si vous travaillez dans votre imagination le fait que ça a déjà eu lieu, que donc vous en faites un possible, ou même quelque chose de déjà réalisé, ça va vous assouplir, ça va baisser la pression. C'est pas grave si, voilà, c'est un petit mensonge pour les autres, mais qui peut vous aider beaucoup. Parce que ça va lâcher autour et ça va vous changer même la façon de vous regarder vous-même. Parce qu'après, on se prend au jeu de ces histoires. C'est ce que font les mythomanes, mais là, après, on tombe dans des pathologies et ça, c'est pas forcément recommandable. Mais là, pour vous, je pense que ça peut être un petit truc malin qui peut vous aider. Et puis sinon, là, il y a Nathalie qui dit qu'une thérapie comportementale peut vous aider et vous redonner confiance. D'accord.
Oui. Mais j'avais été voir déjà une psychologue cette année à l'université, là. Et c'est vrai que ça m'avait aidé un petit peu. Oui. Vous pouvez peut-être continuer, mais et puis alors je reçois un autre texto qui dit: et si vous essayez avec une fille qui ne vous plaisait pas? Oui, c'est vrai. Ça peut être une solution aussi. Oui, tout à fait. Là, je crois qu'il faut que vous soyez un peu inventif, un peu inventif avec vous-même, d'accord? D'accord. Bon courage, Christopher. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous avons Muriel. Bonsoir Muriel. Oui, bonsoir. En fait, déjà, je vous remercie. J'ai l'impression qu'il faut le dire avant de commencer à parler. Je vous remercie de me... Non, vous n'êtes pas obligé de le dire. Muriel, il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de règle, vous savez. Oui, non. En fait, je ne sais pas trop par où commencer. Je vis avec mon partenaire dont je suis vraiment très amoureuse. Et le problème qui se pose aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il a plusieurs enfants de différentes femmes. Oui. Et en fait, au début de notre relation, la première année, quand je l'ai rencontré, ça se passait super bien. Et ça m'a jamais posé de problème qu'il ait des enfants d'autres femmes. Parce que il m'a expliqué sa situation, j'ai compris pourquoi. Il a eu 3 enfants de 3 femmes différentes. Mais aujourd'hui, 5 ans après, j'ai vraiment du mal à supporter. Mais j'ai vraiment des sentiments pour lui encore. Donc, je suis un peu... je sais pas trop quoi faire parce que c'est très compliqué. Mais la question que je me pose en vous écoutant, Muriel, c'est comment lui il réagit par rapport à l'intrusion de ses ex-femmes. Oui. C'est-à-dire quelle est sa posture, vous voyez, est-ce qu'il protège votre couple, parce que c'est un peu à lui de pas les laisser elles envahir votre histoire. Donc je me demandais comment lui il est là-dedans. Oui, en fait, comment il est. Il me dit toujours que c'est très difficile pour lui de vraiment être très ferme, vraiment dur avec ces femmes-là, puisque ce sont les mères de ses enfants. Certes, mais sans être dur, il y a une saine distance, parce que là, dans ce que vous racontez, j'ai l'impression qu'elles sont assez présentes dans votre histoire de couple. Je ne parle pas des enfants, là. Oui, elles sont très présentes, et notamment une qui est particulièrement intrusive, très agressive. Vraiment, c'est... Et là, je vous dis, je suis à un point où j'ai essayé d'en parler autour de moi, mais le problème, c'est que il y a une grosse différence d'âge entre mon partenaire et moi. On a à peu près 16 ans de différence. Oui. Et dans mon cercle d'amis... C'est vous qui êtes plus jeune ? Oui, c'est moi qui suis plus jeune. Et dans mon cercle d'amis, c'est des gens de mon âge, donc ils savent pas trop comment... Enfin, pour eux, pour mes amis, il faut que ils me conseillent de tout arrêter. Et mais moi, j'ai vraiment des sentiments parce que c'est quelqu'un de... oui, vous êtes bien avec lui. Oui, je suis vraiment bien avec lui. Oui, non, il faudrait l'aider. Vous avez un rôle à jouer. Si lui est aussi amoureux de vous et vous écoute, enfin, si vous avez un bon dialogue ensemble, il peut peut-être entendre. C'est-à-dire, vous comprenez quand il vous dit oui, c'est pas facile pour moi, certes, mais il doit faire la part des choses entre le fait que ces femmes sont bien la maman des enfants, mais elles n'ont pas à interférer dans le couple. Et lui, parce qu'il vous a choisi vous, il doit aussi vous protéger. C'est aussi son rôle. Oui. Quand je dis vous protéger votre relation, hein. Oui, tout à fait. Oui. Protéger notre relation, notre histoire. Voilà. Mais et vous êtes en droit de le lui demander.
Oui, non, mais le problème, c'est que on s'est énormément disputé. On a eu vraiment de gros arguments à ce sujet parce que, en fait, je vous explique. La première année, je sais pas, c'est pas du tout parce que j'étais très amoureuse ou quoi. J'étais pas du tout aveuglée. Mais pour moi, parce que j'ai un petit garçon. Voilà, il faut que je précise aussi que j'ai un petit garçon de mon côté. Et j'ai un petit garçon qui a toujours voulu, enfin à l'époque il voulait avoir des frères et sœurs, il voulait avoir un frère ou une petite sœur. Donc quand j'ai rencontré mon partenaire, j'étais très très contente de rencontrer quelqu'un qui a des enfants, surtout qu'il en a un qui a à peu près qui a 1 an et demi de moins que mon fils. Oui. Donc j'étais vraiment ravie. Je me suis dit j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois. Ça fera comme un ami, voilà, un cousin. Oui, voilà, comme si jamais on se remet, on est vraiment comme une vraie famille, ça sera, si on se marie, etc. Ça fera comme un demi-frère. Oui. Et parce que mon fils voulait absolument, depuis tout petit, il pleurait même parce qu'il voulait avoir un frère ou une sœur, etc. Bon. Et en fait, la première année, j'avais déjà constaté le comportement des mères. Et puis, le problème, c'est qu'elles influent sur les enfants, qui, eux, ont un comportement bizarre avec moi. Enfin, bizarre, mais pas plus que bizarre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait la tête à chaque fois parce que les enfants vivent avec les mères. Mon histoire est un peu compliquée. Non, je vous écoute. En fait, vous pensez... Je me dis, oh là là, qu'est-ce que... Non, c'est tout à fait clair, vous inquiétez pas, Muriel. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous avez le sentiment ou des preuves que les mères montent un peu leurs enfants contre vous, votre enfant. Enfin, du coup, ça facilite pas les relations. Ah non, je pense que les mères montent... Ce qui est très bizarre, c'est qu'elles montent les enfants contre moi. Oui. Alors ça fait pas très longtemps pour chacune d'entre elles, ça fait très longtemps qu'elles se sont séparées du père. Mais elles continuent à, je sais pas, moi je comprends pas ça parce que... Vous en avez des preuves, Muriel? Enfin, il y a des choses qui vous sont rapportées. C'est pas une idée que vous vous faites. Enfin, Ah non, pas du tout. Par exemple concret, c'est un jour, il y a l'une d'entre elles, celle qui est particulièrement virulente, elle est carrément venue chez nous, dans notre maison. Elle a cassé la porte, elle a tout cassé dans la maison. Enfin, et moi j'ai été obligée d'appeler la police pour qu'elle puisse partir. Oui. Et j'étais vraiment gênée d'en arriver là, puisque, vous savez, il y a quand même les enfants. Les enfants étaient présents. Oui, bien sûr, oui. Et c'était une position qui était très difficile. Alors au départ, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez sortir? Je m'adressais vraiment correctement avec elle, alors qu'elle était vraiment... elle était insultante, grossière, tout ce que vous voulez. Mais quand j'ai vu qu'elle était déchaînée, quoi, à un moment, j'ai dit à mon partenaire, est-ce que tu peux lui demander d'arrêter? Parce que c'est quand même la mère. Bien sûr. C'est quand même une oui, parce que lui, il faisait rien. Ben si, mais il lui disait d'arrêter, mais sans... Oui, sans élever la voix, enfin, sans vraiment élever la voix. Et le problème, c'est qu'il est tombé sur des femmes aussi qui sont coriaces. Et il a vraiment les mères de ses enfants sont vraiment... toutes les trois, elles ont des caractères, mais incroyables. Alors, je reçois un SMS concernant votre histoire que je vous lis, parce qu'on peut en discuter, enfin, c'est pas inintéressant, et qui dit: votre ami est une victime consentante, inutile de le quitter, mais ne soyez pas dupe du désir qu'il a d'être un enjeu. Il joue peut-être un rôle inconscient, bien sûr, d'être un peu l'objet, tout d'un coup, de faire enrager, grâce à vous, grâce à son histoire, il fait enrager ses ex, finalement. Oui. Ça peut être intéressant pour lui. Il règle des comptes, ou il est important, ou il a un enjeu, comme dit très bien cet auditeur. Oui, donc il y a quelque chose là qui dans ce que vous décrivez, dans le rôle qu'il joue, qui est pas tout à fait clair, mais pourquoi pas en parler avec lui, il en a sans doute pas du tout conscience. Oui, mais ça fait 5 ans que ça fait 5 ans. Oui, ça fait 5 ans qu'on en discute. Il a fait quelques efforts vraiment ces 3 dernières années, parce que en fait, je vais vous dire, depuis 5 ans, je suis à peu près tous les 6 mois, je me dis je vais le quitter, quoi. Parce que je supporte plus cette l'intrusion. Et puis c'est vrai qu'il y a les enfants, même la place des enfants, j'en suis à un point où je supporte plus, parce que
c'est comme je vous disais, l'exemple concret donc par rapport à l'histoire de cette femme qui s'est introduite dans la maison. Donc à un moment j'ai appelé la police et je lui ai dit à mon partenaire, j'ai dit de toute façon t'as entendu, j'ai dit la police parce qu'en fait je vous précise, j'habite pas en France, j'habite à l'étranger et là où j'habite, quand une violation de domicile comme ça, un harcèlement comme ces femmes-là me font, eh bien c'est passible d'une peine de prison, enfin de 3 jours minimum de prison. Ils sont très très durs par rapport à la France, par exemple. Et donc je lui ai dit, t'as entendu, la police a dit que si elle revient, là on l'a mise dehors, si elle est encore dans les parages, parce que j'ai expliqué que ça faisait longtemps qu'elle me harcelait, que c'était tous les jours elle m'appelait pour m'insulter, enfin. Et ils ont dit, si elle revient, vous nous appelez, on l'embarque pendant 3 jours, elle ira en prison. Ah oui. Et les enfants étaient là. Ah, et vous passez pour la méchante. Voilà, et donc il y a le grand qui est intervenu, parce que le grand a 25 ans, il m'a crié dessus, le petit concerné, tout de suite, c'était, j'étais vraiment l'odieuse... marâtre, un peu belle-mère, vous voyez. Oui, mais votre partenaire, il vous fait jouer le rôle qu'il devrait jouer. Vous voyez, il n'occupe pas sa place, là. Oui. Il n'occupe pas sa place. Vous êtes le paratonnerre de tout ce petit monde-là. Alors, c'est pas très juste comme situation, là, Muriel. C'est pas juste pour vous. Oui, mais moi, justement, je sais pas quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je... Faut plus rentrer dans ce jeu-là, et c'est plus votre histoire. Il faut le mettre, votre ami, en face de ses propres responsabilités. Dire, mais comment parce que j'ai pas les détails du quotidien, c'est à chaque fois, mais à chaque fois qu'elle rentre dans votre vie, vous extraire, c'est-à-dire que le jour où par exemple elle est venue, vous disparaissez, vous lui demandez à lui de lui répondre. C'est pas votre histoire, vous avez pas parlé à cette femme. Oui, enfin je sais pas, je prends cet exemple-là, c'est celui que vous avez cité, mais il faut qu'à chaque fois que une de ses ex rentre dans votre périmètre ou qu'il y a un contact, vous dites je n'ai aucun contact à avoir avec elle. Point. C'est indiscutable. C'est ce que j'ai fait au départ, mais en fait quand j'ai adopté cette méthode, cette attitude, elles étaient encore, elles se sont dit bon, elle dit rien. Alors en plus. Parce qu'en fait, vous savez, la première année, ça c'est pas du tout, c'est pas des échos que j'ai eus, parce que il y a le problème aussi de la famille de mon partenaire, c'est que la famille de mon partenaire se sont fait influencer par la plus virulente, qui est en fait la toute dernière de ses ex. Ouais. Et quand je l'ai rencontrée à peu près 1 an après notre relation, enfin 1 an après la rupture de sa relation avec cette femme, mais elle avait, même 1 an après, elle est allée voir, quand on s'est rencontrés, elle est allée voir la famille en disant, parce que leur relation était terminée, mais vous savez, quand il y a des enfants, parfois c'est un peu... Oui, on continue à voir les grands-parents, les parents. Voilà, donc bien sûr. et elle espérait, parce que même si lui, il m'a garanti, et je le crois, puisque même sa famille me l'a confirmé, c'était complètement terminé entre eux, mais elle avait toujours un petit espoir, parce qu'il était célibataire, elle se disait peut-être que on va se remettre ensemble, etc. Vous voyez. Et quand il m'a rencontrée, elle a dû être choquée, et donc elle a couru voir la famille, et elle les a montés contre moi en disant des choses terribles, en disant que j'étais une prostituée, parce qu'en fait... Oui, mais lui, encore une fois, comment il a réagi? C'est sa famille à lui. Mais... Et à chaque fois, on a l'impression, dans l'histoire que vous racontez, que vous êtes seul face à ces 2 femmes et que lui, il n'existe pas, il fait rien, et alors que c'est son histoire à lui et c'est pas la vôtre. Donc il y a un truc qui cloche là, Muriel. Oui, non, mais je sais, j'en suis consciente. Et oui, j'entends bien que vous en êtes consciente, mais du coup, il faut vous extraire. Vous êtes comme dans une espèce d'aquarium là, où vous avez une place que vous n'avez pas occupée, et c'est pour ça que vous en souffrez. Vous prenez tous les coups à la place. Il faut qu'il se débrouille avec son histoire, quitte à vous mettez, je sais pas, là c'est l'été ou les vacances, à un peu de distance, on lui demande d'y réfléchir, mais pour vous ça doit plus être un sujet, c'était sa vie d'avant. En ce moment, je suis en France. Oui. Et j'ai pris de la distance. Oui.
Mais le truc, c'est que, oui, je vous ai pas précisé ça à vous, ni à votre standardiste, enfin, à la personne que j'ai eu au téléphone, c'est que on a un enfant ensemble aussi. Oui. Donc, Oui, donc la relation devient un autre enjeu, elle est plus importante. Elle est plus importante. Oui, bien sûr. Mais là, Muriel, je suis pas en train de vous dire quittez-le, c'est foutu, c'est pas ça. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est faites-vous respecter. Justement, alors encore plus maintenant avec l'enfant. Vous êtes la maman d'un enfant avec lui. Vous êtes sa compagne depuis 5 ans. Vous construisez une histoire. Vous tenez à lui, il tient à vous. Donc tout ça sont des éléments excessivement positifs. Lui, il va falloir qu'il occupe sa place de gardien du foyer et que son ancienne vie en plus vous vous rendez compte, c'est des grands enfants qu'il a par ailleurs. Oui, non, il y en a un qui a 25 ans, l'autre qui en a 16 et le dernier qui a 11 ans. D'accord, non, mais bien sûr c'est important qu'il garde son rôle de papa, mais vous voyez là je reçois un SMS dans le même sens de ce que je vous dis, c'est votre relation avec ses ex est hors de propos, vous vous laissez happer, ignorez ces femmes, leurs paroles, leurs actes et responsabilisez-le. Il va falloir qu'il soit un peu plus responsable. Et vous ne prêtez même pas l'oreille à la limite. C'est essayer de vous mettre en situation que tout ça n'est pas un sujet, n'existe pas. Vous n'avez pas votre place. Vous ne voulez même pas en entendre parler. Mais c'est-à-dire que par exemple, quand parce qu'elles appellent à n'importe quelle heure, ça peut être à 1h du matin. Qu'est-ce que je fais ? Si ça tombe sur vous, vous raccrochez. Ah, je parle même pas. Non. Non. Pourquoi vous leur parleriez ? Il a qu'à décrocher. Et si le téléphone sonne à 1h, maintenant, demandez-lui systématiquement de répondre au téléphone si vous savez que c'est elle qui appelle tout le temps. Ce que je lui ai demandé, c'est que je lui ai dit que là, c'était il y a à peu près 6 mois, je lui ai dit que désormais, je ne veux plus qu'ils leur disent que ça ne se fait pas d'appeler, que ça me dérange. Évidemment. Voilà, mais vous voyez, il est quand même incroyable. Il les laisse appeler à 1h du matin sans rien leur dire. Non, mais le souci, c'est que, vous savez, c'est pas du tout pour le défendre, mais vous savez, après 5 ans, j'ai vraiment analysé sa personnalité. C'est quelqu'un de... Peut-être qu'il est un petit peu irresponsable, ça je vous l'accorde. Oui, mais bon, c'est pas... Ouais. Mais c'est quelqu'un de vraiment très gentil. Oui, il veut pas faire de peine, il veut pas se fâcher. Il a besoin d'être aimé. Oui, alors il se dit, je dois rester un bon papa, je veux pas me fâcher, tu comprends. Il veut que tout le monde l'aime. Non, mais ça, c'est très bien, il n'y a pas de souci, Muriel. Oui. Mais il faut qu'il comprenne que vous êtes importante. Là, le sujet, on n'est pas en train de dire qu'il est pas bien ou mauvais, c'est que vous devez vous donner de la valeur. Et vous donner de la valeur à vous-même, c'est ne pas accepter cette situation-là. C'est juste ça. C'est pas lui en vouloir ou être contre lui. Ouais. C'est une histoire de place. Vous êtes maintenant sa femme, sa compagne, vous avez un enfant avec lui, c'est avec lui que vous vivez et vous comptez. Voilà, vous comptez. Vous comptez donc parce qu'à ce titre-là, vous êtes dans la place et cette place, il faut la préserver comme une place forte. Voilà, vous êtes dans le château, il est assiégé. Les gens n'ont pas à venir piétiner. Voilà votre histoire et pas plus celle. Parce que le problème, c'est que mais les enfants, il peut les voir lui, sont ses enfants. Mais ils viennent chez nous. C'est ça le truc. À ce moment-là, vous pouvez aller faire un tour avec votre petit enfant le jour où ils viennent, ne pas être là. Enfin, vous organisez autrement. Il me dit non. Lui, il comprend ça maintenant parce que je lui ai dit de toute façon, ça va être même. Je lui ai dit si jamais je prends pas de la distance, je vais te quitter. Et j'ai pas forcément envie que ça arrive parce que je suis vraiment là depuis ça fait 1 mois que je suis partie. J'ai toujours autant mes sentiments sont toujours aussi forts qu'au premier jour, etc. Donc, mais je vous assure, je me dis quand même, Muriel, il faut essayer de mettre les choses à côté. Il faut essayer de plus voir le plan sentiment et prendre une décision ferme et définitive, c'est-à-dire le quitter. Non mais n'opposez pas les choses. Vous voyez la vie en blanc et en noir. Vous voyez, c'est ça ou rien. Alors essayez autre chose, parce que là vous n'avez pas encore essayé de vous faire respecter, de faire respecter votre territoire. Vous pouvez aimer cet homme, vivre avec lui, élever votre enfant avec lui, mais essayez d'être autre dans la relation. Vous parliez. Je
je vous assure, j'arrive pas à comprendre. Bah alors. Ce que je vous dis, par exemple, ne pas décrocher le téléphone quand vous savez que c'est elle qui appelle. Soit vous laissez sonner, soit il décroche, ou vous débranchez la prise avant de vous coucher. Oui. Enfin, posez des actes qui vous protègent, vous et votre couple et votre intimité. Et si vous savez repérer à quel moment elles viennent et à quel moment elles vous embêtent, c'est de votre responsabilité de ne pas rentrer dans le jeu. Laissez-le en première ligne, sans porter de jugement sur ce qu'il est. Et puis si vous voyez que les choses ne s'arrangent pas et que c'est invivable, il sera temps de prendre la décision de partir si vous pensez que c'est la bonne. Mais là, vous êtes en train de dire, bon, alors du coup, comme finalement j'arrive pas à m'imposer, est-ce que je prends la fuite ? Mais essayez d'abord de vous imposer, Muriel. Et après, vous prendrez la fuite. Alors, si c'est trop dur de vous imposer, prenez la fuite tout de suite. Enfin, là, à un moment donné, il y a un choix à faire. Oui, mais c'est un peu... j'ai l'impression que si jamais Quand je vous entends, j'ai l'impression que vous avez baissé les bras. Vous voyez, vous soufflez, j'y arrive pas... Alors, oui, c'est parce que c'est tellement compliqué. J'ai aussi la famille maintenant. La relation avec sa famille maintenant est vraiment impossible puisque. Alors protégez-vous. Ne gardez que la relation avec lui. Protégez-vous. S'il y a autour de vous des relations impossibles, n'allez plus dedans. Mais il est très axé sur la famille en même temps. Oui, mais il apprendra à trier. Vous êtes dans un système fusionnel là. Il faut défusionner et que vous triez les relations que vous avez avec lui, que lui a avec sa famille. Et vous êtes vous n'êtes pas lui. Donc là, vous êtes complètement en fusion où vous avez pris en charge son histoire, sa famille, tout ce qui se passe mal, vous absorbez tout, non ? Et les enfants qui après font des crises en disant oui, parce que le problème c'est que les enfants se plaignent parce que aujourd'hui, vraiment là, cette année, comme je n'arrive plus à gérer. Alors je me suis dit bon, je vais essayer de moi ces enfants, je me mêle pas quand ils font leurs petits trucs, leurs petites même quand ils viennent en vacances, parce qu'en fait ils viennent à la moitié des vacances. Je sais plus comment il faut que je me positionne, vous voyez, je sais plus quel rôle il faut que j'ai. Est-ce qu'il faut que je sois proche d'eux, que j'essaie d'arranger les choses parce que, en fait, quand j'essaie d'arranger les choses, eux ils sont parce que depuis 5 ans j'essaye et ils ont tendance à être mais vous en faites trop, Muriel. Vous avez endossé un rôle ou des rôles que vous n'aviez pas endossés. Donc maintenant, ça suffit. Il faut, encore une fois, mettre des clôtures à votre petite maison, à votre petit jardin à l'intérieur. Mais quand ils viennent, vous faites comme vous le sentez. C'est que si vous les supportez pas et que c'est insupportable, vous partez, allez au parc avec votre gamin et attendez qu'ils aient vu leur papa en tête à tête et revenez après. C'est pas la peine d'aller au conflit si vous savez que c'est impossible. Non, mais il n'y a pas de conflit. Mais si c'est pas supportable pour vous, vous décrivez. Laissez votre compagnon avoir la relation qu'il doit avoir avec ses enfants, ses ex, sa famille et gardez-vous la relation que vous avez vous avec lui. Faites le tri. Voilà. Vous pouvez pas être au cœur de tout et tout résoudre. Là, vous êtes en toute puissance en disant mais j'y arrive plus, je sais pas comment faire, comme si tout dépendait de vous. Ça dépend pas de vous, Muriel, ça dépend de lui. C'est étrange parce que sa famille ils m'ont dit oui, tu es un peu comme la mère, donc tu as un rôle, etc. Et j'ai très mal réagi quand ils m'ont dit ça d'ailleurs. Oui, mais là, ils vous renforcent. Donc, Muriel, maintenant, vous êtes une grande fille. Vous allez essayer de gérer ou de traiter ce qui est de votre ressort et de votre histoire. Et je vous engage à profiter là de l'été pour faire le tri et à revenir en coupant toutes les branches de l'arbre qui sont pas bonnes. Et l'arbre, il va repartir en croissance. Ah bon ? Oui, essayez ça. Puis si l'arbre il repart pas, c'est qu'il aura plus de sève. Oui, c'est qu'il n'y a pas Voilà. Bon courage à vous, Muriel. Oui, merci. Merci d'avoir appelé. Bonsoir. Bonsoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Lily. Oui, bonsoir Sophie. Je vous remercie de prendre mon appel.
Oui, je vous en prie. Mais je vais faire vite, parce que... Il nous reste 10 minutes. On va... Oui. Je vais pas faire comme les autres. Je vais pas commencer par le début, donc je vais commencer par la fin. Ça sera plus simple. Oui. Donc voilà, je vais passer les détails, mais je sors d'une très grosse dépression et mon problème actuellement, c'est un problème. Alors justement, c'est une question que je voulais un petit peu parler avec vous. On parle souvent de phobie sociale. Donc, on va dire que j'ai beaucoup de difficultés à sortir de chez moi, mais je me reconnais pas quand même dans la phobie sociale. C'est-à-dire que j'arrive à sortir un petit peu, je n'ai pas de crise d'angoisse, mais vraiment je limite au minimum mes sorties. C'est plutôt, je dirais, un manque d'intérêt. Oui, un manque d'envie. Voilà. Oui, c'est pas de la phobie sociale, ça. C'est plutôt grosse indifférence. Et vous disiez que vous sortiez d'une grosse dépression, mais vous êtes peut-être en fait toujours vers la fin, enfin de cette dépression qui fait que vous avez l'envie ou le désir est pas encore revenu, ou vous aviez le sentiment que le désir était remonté, puis là il retombe. Enfin, vous voyez comment vous situez par rapport à l'épisode de dépression que vous venez de vivre? Non, je me sens beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux par rapport à l'épisode de dépression, mais c'est vrai que pendant toute cette dépression, je ne sortais pas. On va dire que tout le reste s'est arrangé, sauf ça, quoi. Ah, voilà. Sauf ça. Parce que ça, c'est peut-être la dernière étape à franchir, de retourner vers la vie plus sociale, parce que j'imagine que quand vous étiez en dépression, vous étiez très renfermé chez vous, donc il y a un peu comme à réapprendre des choses d'avant. Oui, tout à fait. Il y a peut-être un réapprentissage. Alors vous savez, c'est toujours comme dans les convalescents, quand on s'est cassé une jambe et qu'on vous enlève le plâtre, il faut de la rééducation. Je sais pas, là vous êtes encore sous antidépresseurs ou les médicaments sont arrêtés? Ils sont tous arrêtés. D'accord, parce que on dit que, vous savez, ça fait un peu comme une gangue. C'est un peu, si je reprends mon exemple de jambe dans le plâtre, c'est un peu comme si on vous avait enlevé le plâtre. Donc il y a une rééducation, il faut réapprendre à marcher. Voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, donc il y a un travail à faire de renouer. Alors là, on y va petit à petit. La rééducation d'une jambe qui est restée des semaines dans un plâtre, vous savez comment elle est. Elle est toute fine, elle a plus de muscles, elle est toute faiblarde. Quelquefois, on n'arrive même pas très bien à s'en servir. Il faut des heures de kiné, la remuscler. Votre âme, votre cœur, votre esprit, votre morale, c'est pareil. Il faut y aller tout doucement et pas vous imposer tout de suite des choses trop importantes. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant, le désir il vient quand on l'exerce. Chaque chose dans votre journée, il faut qu'il y ait une petite chose qui vous ait fait plaisir, qui ait répondu à un désir. Oui, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui m'étonne, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui, par exemple, ou hier? Vous pouvez m'en citer un? Il y a eu quelque chose que vous avez fait, que vous aviez envie de faire et qui s'est bien passé? Rien. Rien. Et hier, enfin les jours précédents? Non, vraiment, mes journées sont... je suis chez moi, je fais rien, quoi. Ouais. Non, j'avais pourtant beaucoup de centres d'intérêt avant et là, non. Non, les journées passent comme ça. Enfin, voilà, les journées passent. Mais par exemple, quand vous nourrissez, vous mangez, est-ce qu'il y a des choses qui vous font plaisir à manger, ou vous regardez la télé, ou il y a des choses où vous dites tiens c'est intéressant, ou... Non, je mange parce qu'il faut manger. Oui. J'allume la télévision pour faire une présence. Voilà, mais je fais que zapper finalement. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaisait avant, dans lequel vous aviez du plaisir, du désir, que vous pourriez essayer de tester? Alors, j'ai essayé. Oui. J'étais quelqu'un de très passionné, oui. Quelqu'un de très active, mais non. Ça marche pas non plus, quoi. Je me demande, quel intérêt ça a maintenant, quoi. Parce qu'il y a tout un monde à reconfigurer aussi. Quand je vous parlais de rééducation, c'est que la dépression a
à briser le monde d'avant. Mais vous êtes toujours la même, vous voyez. Vous êtes toujours là. Lily, elle est toujours là. La personnalité de Lily, elle est là. Donc, ce qui fait très peur quand on a eu comme ça une grosse dépression, c'est qu'on a un monde qui s'est écroulé et on a un monde à reconstruire. Mais Lily est là. Elle est... La femme que vous êtes est encore là, donc il y a peut-être des choses un peu nouvelles. C'est un nouveau monde, donc forcément c'est un peu inquiétant. On se dit alors ça n'a plus de sens, j'ai plus de goût, plus rien m'intéresse. Et est-ce que vous avez une amie ou des amis, des gens que vous pouvez appeler, voir? Oui, très peu, mais je n'en parle pas de ça. Non, c'est pas leur en parler, mais je pensais juste aller les voir, aller passer un petit moment. C'est-à-dire vous... Non. Vous voyez, quand vous parlez de monde, par exemple, je regarde souvent à ma fenêtre et je vois le monde à l'extérieur. De vous. Mais moi, j'ai l'impression d'être hors du monde, quoi. Oui, d'être inutile. Je vois les gens qui passent avec leurs courses, qui discutent, et j'ai vraiment l'impression d'être une spectatrice de ce monde-là. Oui. Et en même temps, je m'y complais, ça me tente pas de sortir, d'aller me mêler. Oui, je comprends, mais c'est normal, Lily, par rapport à l'épisode que vous venez de traverser, c'est que sans doute, tout est pas tout à fait terminé. Vous êtes dans une convalescence quand on est, quand on a été opéré, on est à l'hôpital ou on regarde par la fenêtre, en attendant de pouvoir sortir. Vous êtes encore à votre fenêtre. Ce qui vous aiderait quand même, c'est peut-être juste passer un coup de fil à quelqu'un que vous aimez bien, pas tellement pour parler de vous, mais pour prendre de ses nouvelles à elle ou à lui, parce que ça va vous réenclencher. Voyez, ça peut vous aider. Pas pour aller parler de vous, de vos soucis, juste appeler, dire tiens, j'appelais pour prendre de tes nouvelles ou savoir comment tu vas, et même si vous en sentez pas le désir, parce que vous savez, le désir, il vient pas comme ça. C'est comme l'appétit. On dit l'appétit vient en mangeant, mais vous savez, le désir, il s'enclenche dans des actions. Il faut d'abord faire pour que la pompe à désir s'enclenche. Si on fait pas, le désir, il tombe pas du ciel. On se lève pas un matin en mettant le pied par terre en disant tiens, ce matin j'ai du désir. Non. On se lève le matin, on se donne quand même un petit coup de pied aux fesses, un peu tous les matins, et on se dit tiens, je vais faire ça ou j'ai ça à faire. Puis en faisant ça, on y trouve une certaine satisfaction, ne serait-ce que la satisfaction de l'avoir fait. Ça peut être que ça. Oui. Puis après, parce que ça s'est bien passé, on dit tiens, demain je ferai bien ça. Et c'est comme ça que vous allez vous rééduquer. Le désir, ça s'éduque et ça se rééduque. Quand on l'a perdu, comme vous, il va pas... C'est parce que là, vous inquiétez parce que vous dites, je comprends pas, j'ai pas de désir. Oui. Mais c'est normal puisque vous faites rien. Donc il peut pas venir. Il peut rien se passer si vous faites rien. Donc il faut pas être trop dur avec vous, mais vous donner des petits objectifs, tout petit, chaque jour, de quelque chose que vous décidez de faire. Pas, vous demandez pas si ça vous fait plaisir, vous décidez de faire. Et en le faisant, vous écoutez ce que ça vous fait, vous dites tiens, mais c'est pas mal, tiens, je suis contente aujourd'hui, tiens, j'ai fait ça. Ça suffira. Alors je disais appeler quelqu'un, mais ça peut être aller chercher du pain, ça peut être de poser un acte qui va réamorcer quelque chose chez vous. Vous voyez, là, vous êtes dans un temps de latence, vous êtes convalescente. Oui. Mais pour ça, il faut un petit peu de volonté. Là, c'est de votre volonté dont vous avez besoin dans les jours qui viennent. Oui, mais c'est justement là le problème. Oui, j'ai l'impression que je n'ai aucune... Oui, je comprends. Alors, des fois, j'ai l'impression d'avoir de la volonté, mais il y a quelque chose qui empêche. Oui. Et là... Oui, comme si ça servait à rien, tout ça. Voilà. Oui, mais là, faut plus trop se poser la question, un peu comme s'il y avait quelqu'un derrière vous qui vous donnait un peu un ordre. Et donnez-vous un petit ordre pas gigantesque du matin, comme ça, là, un petit ordre, sans vous demander si oui ou non, faut le faire, pas le faire, comment le faire, si ça va être bien ou pas. Et petit à petit, vous allez avancer, Lily.
très bien. Essayez ça. Je vous souhaite beaucoup de courage, Lily, parce que vous traversez un moment difficile. Mais voilà, prenez-vous par la main et poussez-vous un peu. Et puis le courant, je l'espère, va vous emmener et vous porter. Bonne nuit à vous, Lily. Merci de votre appel. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous retrouve tout à l'heure, 22h30 le standard, 23h l'antenne. Il est 1h, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le flash vous est présenté par Vincent Giraldo.